pour la France aux Jeux d'Atlanta. Après David Douillet en judo, c'est Gianni Longo qui remporte l'épreuve de cyclisme. Le sacre d'un Danois dans le Tour de France. Bjarne Riis termine en jaune sur les Champs-Élysées. Il est notre invité sur ce journal. La campagne d'attentat de l'ETA contre des sites touristiques en Espagne, un corps sorti des décombres de l'immeuble de Marseille et la commémoration de la rafle du Veldiv à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France est offert à un Danois, Bjarne Riis, sacré prince du Danemark cet après-midi sur les Champs-Élysées et qui détrône le roi Indurain. L'étape dans la plus pure tradition des Champs-Élysées s'est terminée au sprint. Claire Reynaud. Mais oui, le Tour se finit. Et dans le peloton, aujourd'hui, il flotte comme un petit air de vacances et de fête aussi. C'est à qui fera la plus grosse bêtise, et à ce petit jeu, c'est Jackie Durand qui décroche le grelot. À égalité peut-être avec Christophe Moreau, très élégant lorsqu'il porte un casque de gendarme. Chez les leaders, l'ambiance est également détendue. Virenque, Chris et Zabel roulent version 3 maillots à Miami. Comme chaque année, il faut attendre l'entrée à Paris pour que les coureurs retrouvent enfin leur sérieux. Lors du premier passage sur les Champs-Élysées, Tchmil, Podenzana, Vanzela et Tafi tentent une échappée. Mais derrière, le peloton accélère subitement et les 4 hommes de tête se font finalement rattraper à quelques encablures de l'arrivée. Une arrivée qui se joue au sprint. L'Italien Fabio Baldato, vainqueur de la première étape du Tour 95, remporte la dernière étape de ce Tour 96. La grande boucle est bien bouclée. Enfin, pas pour tout le monde, car c'est maintenant l'heure de la remise des trophées. Richard Virenque, vainqueur du classement par équipe, du Grand Prix de la Montagne, du Prix de la Combativité et 3e du classement général, doit ainsi escalader 4 fois le podium. Après les efforts qu'on a fait, monter sur le podium, c'est la rigolade. La rigolade sera malheureusement de courte durée. Après une petite escapade à Euro Disney ce soir, Richard Virenque devra s'envoler au pays de Mickey, direction Atlanta, pour les Jeux Olympiques. Et retour donc sur le vainqueur du Tour, Bjarne Riis, un vétéran pourrait-on dire à 32 ans qui a longtemps roulé pour d'autres leaders avant de prendre le Tour à son compte. Philippe Visserias et Frédéric Bonnet. Dans quelques années, Thomas et Jesper se souviendront de ce 21 juillet 1996. Ce fameux jour où leur père est devenu le premier Danois à remporter le Tour de France. Pour l'instant, les deux garçons se contentent des caresses de cet homme tranquille qui n'a pas envie de voir sa vie bouleversée par cet événement. Je suis 32 ans, j'ai gagné le Tour, voilà, c'est tout. C'est un grand jour en tout cas. Ouais, qu'est-ce que vous pensez, hein? C'est vrai. Professionnel depuis 1984, Bjarne Riis avait tout connu dans le cyclisme, sauf la joie d'une grande victoire. Installé au Luxembourg, polyglotte, Riis est longtemps resté dans l'ombre des autres coureurs. 3e du Tour l'année dernière, il signe à la fin de la saison pour les Allemands de Deutsche Telekom et devient à son tour leader d'équipe. Toute sa carrière a été une lente maturation. À l'époque, en 88, il n'était pas aussi sûr que maintenant. Je vous dis, c'était quelqu'un qui avait déjà envie de bosser, qui travaillait beaucoup. Par contre, pour avoir eu contact avec lui l'année dernière, je peux vous dire que l'an dernier, dans son discours, c'était déjà la victoire dans le Tour. Une victoire dans le Tour qui le consacre héros national au Danemark. Depuis le début du mois, ce petit pays de 5 millions d'habitants est collé tous les après-midi devant son poste de télévision. Aujourd'hui, ils étaient plusieurs dizaines de milliers sur les Champs-Élysées. Mais Bjarne Riis ne se laisse pas emporter par cette euphorie. Avant de partir pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, il a décidé de consacrer quelques jours à sa famille. Voilà, alors Bjarne Riis, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très sollicité ce soir. Vous allez partir donc pour Atlanta. Vous espérez faire des grandes choses là-bas? Oui, maintenant je pense pas trop à ça. Je vais faire la fête ce soir, demain. Après, quand je pars jeudi pour Atlanta, je vais être concentré pour ça, oui. Alors vous avez vu que la Française Gianni Longo vient de remporter une médaille d'or, elle a un certain âge. On a beaucoup parlé de votre âge, vous avez 32 ans, on dit que dans le cyclisme ça commence déjà à être relativement âgé. Vous prouvez le contraire, vous prouvez qu'on peut encore faire de belles choses à 32 ans? Oui, bien sûr, on avait vu ça cette année. Mais pour moi, c'est pas l'âge qui compte. Ça, ce qui compte, c'est on a toujours envie de faire le sacrifice, le travail, ce qu'il faut. C'est ça ce qui compte. Alors l'énigme quand on vous voit, quand on vous a suivi avec Patrick Chesne pendant tout ce Tour de France, c'est que vous avez affiché pendant tout le Tour une espèce de très forte détermination. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic, un moment qui vous a fait penser que vous alliez gagner ce Tour et qui a fait de vous un leader d'équipe? C'est difficile à dire exactement. Je sais que je voulais faire tout pour gagner et quand je
quand j'avais pris le départ au cette tour-là, je me sentais bien, en bonne forme, bonne condition. Et jour par jour, j'ai pris confiance en moi, je voulais gagner. C'est une victoire que vous dédiez à qui? À votre épouse, à vos enfants? Oui, bien sûr. Et à tout, beaucoup de monde, oui. L'an prochain, le Tour de France, il y aura un nouveau Tour de France, il y aura peut-être Miguel Indurain, ça sera un concurrent encore sérieux pour vous? Oui, j'espère. Ça sera la revanche peut-être alors. Pourquoi pas? Merci en tout cas de nous avoir fait un petit détour par nos studios ici ce soir. Merci beaucoup. David Douillet avait montré l'exemple hier soir. Gianni Longo s'en est inspiré pour s'imposer dans l'épreuve de cyclisme sur route à Atlanta. Elle n'a pas voulu revivre la même mésaventure qu'à Barcelone, il y a 4 ans, où elle avait terminé 2e. Laurent-Frédéric Bollet. C'est une malédiction qui est enfin brisée. Gianni Longo est championne olympique. C'était le seul titre qui manquait à la Grenobloise. Elle l'a acquis dans des conditions difficiles, vous le voyez. Sous la pluie, à Atlanta, Gianni Longo Ciprelli, de son vrai nom, aura donc attendu 37 ans pour remporter l'épreuve sur route des Jeux Olympiques. Elle a commencé à accélérer peu après la mi-course, elle a imprimé son rythme, elle a gagné en grande championne. Gianni Longo, qui avait échoué à Los Angeles en 84, à Séoul en 88, à Barcelone en 92, Longo donc s'impose à Atlanta. Une juste récompense finalement pour la plus grande du cyclisme féminin. Elle avait déjà 10 titres mondiaux et 22 médailles, toutes compétitions confondues. La 23e était donc la bonne, elle vaut de l'or. Hier soir, je vous le disais, David Douillet avait montré l'exemple en judo. Il était super favori dans sa catégorie des lourds et il a su le rester jusqu'à la finale contre l'Espagnol Ernesto Pérez. Voilà la victoire et la médaille d'or de David Douillet. Une façon de prouver qu'il a la tête aussi solide que les épaules. Et puis dans la foulée, sachez que Christine Sicot a remporté une très belle médaille de bronze. Et cette Marseillaise qui, Douillet l'a confessé, l'a fait craquer quand il l'a entendu. Vous avez rendez-vous après ce journal avec nos envoyés spéciaux autour de Daniel Bilalian à Atlanta pour le journal des Jeux. Ce sera désormais votre rendez-vous tous les soirs après ce journal pour tout savoir sur les Jeux et par exemple sur les judokas qui continuent à faire ce soir des étincelles. À Marseille, les sauveteurs viennent de ressortir le corps d'une des 4 ou 5 personnes qui sont toujours portées disparues depuis l'explosion d'un immeuble. Sur place, Yannick Aroussi et Laurent Tédu. Il s'appelle Jules, il se trouvait dans l'appartement du 4e étage. Lui est sorti vivant de la catastrophe cet après-midi vers 17h30. À l'intérieur de l'immeuble, les marins-pompiers ont changé leur méthode. Grâce au marteau-piqueur, ils creusent depuis le bâtiment voisin pour tenter de se faufiler vers les décombres, là où pourrait se trouver l'un des disparus. Nous pensons qu'une victime se trouverait dans une chambre, peut se trouver dans une chambre qui est à 5-6 mètres de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. La progression des pompiers est très difficile. Ils parviendront pourtant en fin d'après-midi à retrouver le corps de l'un des disparus. Le corps d'une des victimes vient d'être retrouvé. Cette victime va être prochainement évacuée. Il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années. Par ailleurs, nous soupçonnons toujours la présence de 3 autres personnes sous les gravats. Les pompiers vont donc poursuivre leurs opérations dans cet immeuble qui ressemble à un jeu de Mikado où chaque pièce qui bouge peut entraîner les autres dans sa chute. À la recherche de 3 personnes, peut-être plus, les secours sont sans nouvelles au total de 6 ou 7 personnes qui habiteraient l'immeuble. En Espagne, l'ETA poursuit sa campagne d'attentats contre des cibles touristiques. Une nouvelle bombe a été désamorcée cet après-midi dans un hôtel de Salou, en Catalogne. Les 3 attentats d'hier soir ont fait au total une trentaine de blessés, dont 5 assez sérieusement touchés. Dorothée Olyric. Ils sont choqués. Ils ont eu peur, très peur. Rentrés aujourd'hui à Londres, ces touristes ont vécu hier en Espagne l'expérience traumatisante de l'attentat. Tout le monde criait et courait vers la sortie. Il n'y avait qu'une porte et tout le monde partait dans tous les sens. J'ai eu peur, je me suis jeté par terre, je croyais que c'était un hold-up, mais c'était une grosse explosion. Station balnéaire de Salou, le scénario aurait pu se répéter. Les artificiers de la police espagnole ont désamorcé cet après-midi une nouvelle bombe dissimulée dans les toilettes d'un hôtel. Pour prévenir d'autres attentats, le ministre de l'Intérieur a décidé un renforcement des mesures de sécurité. Hier soir, la Guardia Civile n'a pas pu évacuer à temps l'aéroport de Tarragone, à 80 km au sud de Barcelone. À 19h40, la bombe explose à l'intérieur du bâtiment, dans la salle d'attente. Bilan de l'explosion, 35 blessés, dont 25 touristes britanniques. Une Espagnole et 4 Anglais sont plus sérieusement touchés.
Depuis le 9 juillet, l'ETA a relancé sa campagne d'attentats avec pour cible les hauts lieux touristiques comme la Catalogne, mais aussi Grenade ou Malaga. Les autorités espagnoles ont lancé aujourd'hui un appel au calme à la population et aux touristes. L'objectif, faire échec à l'intimidation et au terrorisme. Et un nouvel attentat à la bombe a fait 12 morts ce matin en Algérie. L'explosion s'est produite à une centaine de kilomètres d'Alger dans un bus qui transportait le personnel d'une usine d'État. Ce bilan n'est pas encore officiel. L'enquête sur l'explosion du vol 800 de la TWA, les conditions météo se sont améliorées au large de Long Island et les sauveteurs ont repéré au sonar ce qui pourrait être une grande partie de la carlingue de l'avion. Les familles des victimes, elles, s'impatientent. Sur place, notre envoyé spécial Philippe Gassou. Les familles qui sont venues hier survoler ce site encore marqué par des débris épars ne souhaitent qu'une chose désormais, que l'on retrouve les disparus le plus vite possible. Ce matin, une information fragile laissait entendre qu'une partie importante du fuselage, d'une hauteur de plus de 5 mètres, avait été repérée. Une portion de l'appareil dans laquelle seraient emprisonnés les passagers portés disparus. Afin d'éviter toute confusion, des caméras vidéo descendraient vers l'objectif. Oui, nous avançons, nous allons utiliser la vidéo et quand nous trouverons ce qui est intéressant et quand ce sera repéré, c'est sûr, nous enverrons les plongeurs. Réponse sans doute dans les heures qui viennent. Le travail que réalisent en ce moment plus d'1 millier d'hommes est représenté ici. Chaque bâtiment laboure littéralement l'océan, méthodiquement, inlassablement, puis reprend le tracé en diagonale. Il y a plus de 40 mètres de fond. Les familles des disparus ont fait part de leur tristesse de voir ainsi les recherches s'éterniser, mais comme le disait ce matin l'un des porte-parole des gardes-côtes, cela s'explique par l'étendue de la zone qui dépasse largement les 250 km². Plusieurs dizaines de personnes ont rendu hommage cet après-midi à Marcel Dady, l'un des grands guitaristes français mort dans l'explosion du Boeing. C'est dans ce quartier de Pigalle qu'il avait ouvert son premier magasin. On connaissait de lui sa célèbre méthode pour apprendre la guitare à Dady. Et puis il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Les autorités israéliennes et le Hezbollah ont procédé ce matin à un échange de prisonniers et de victimes d'accrochage. L'accord avait été conclu sous l'égide de l'Allemagne. Israël a ainsi récupéré les corps de 2 soldats tués il y a 10 ans au sud Liban. Et Israël, de son côté, a restitué aux intégristes du Hezbollah 123 combattants morts. La situation continue de se détériorer au Burundi entre Tutsis et Hutus. Cet après-midi, des milliers de manifestants Tutsis ont défilé dans Bujumbura, la capitale, pour protester contre le massacre qui s'est produit dans le centre du pays, près de Gitega, que vous voyez sur cette carte. Plus de 300 réfugiés Tutsis ont été assassinés par des rebelles alors qu'ils se trouvaient dans un camp protégé par quelques militaires. Éric Monnier. Enfants, femmes, vieillards, des familles entières. Dans ce camp de déplacés, il n'y avait aucun objectif militaire. Tuer le maximum de monde possible, tel était donc bien le seul objectif des auteurs du massacre. 304 morts hier. Selon le gouvernement burundais, les victimes étaient toutes d'ethnie Tutsi. Et l'armée, elle aussi Tutsi, attribue la tuerie aux rebelles Hutus cachés dans la montagne ou capables de lancer des raids du Zaïre voisin. Nous l'avons toujours dit, ces sanguinaires ne cherchent du bien pour personne. Ils ne luttent pas pour le pouvoir ou pour une autre quelconque raison politique. Ils veulent exterminer une partie de la population et mettre le pays à feu et à sang. Ces images insoutenables, c'est la télévision nationale burundaise elle-même qui les a filmées et qui les met à la disposition des chaînes du monde entier. Rien en revanche sur les expulsions en masse de civils rwandais dans les camps de réfugiés au nord-ouest du Burundi. 3400 personnes au moins ont été rapatriées de force ce week-end au Rwanda. L'ONU proteste officiellement, mais l'armée burundaise préfère nier ses propres exactions. La commémoration de la rafle du Veldiv, c'était il y a 54 ans, le 16 juillet 42. 13 000 juifs de Paris, dont 4 000 enfants, étaient raflés chez eux par la police et la gendarmerie française, sous les ordres d'un certain Bousquet. Un épisode plus que douloureux de l'occupation pour lequel Jacques Chirac, l'an dernier, avait reconnu la responsabilité de l'État français. Michael Darmon et José Boulestex. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par l'État français. La phrase du président Chirac est encore ce matin dans toutes les têtes des participants.
Un an après ce discours, la cérémonie quai de Grenelle a changé de nature. À quelques centaines de mètres de l'ancien vélodrome d'hiver, s'il y a toujours de l'émotion, il y a aujourd'hui en plus le soulagement d'une communauté. Je crois que M. Chirac était plus près de la vérité, d'une part, et deuxièmement, il a été plus près de la vérité historique. Comment le gouvernement de Vichy a-t-il été amené à la plus grande des hontes? Raconter encore et encore, le 16 juillet 42, 13 000 juifs de Paris sont arrêtés par la police française et déportés. Un épisode relaté cette année par un jeune, parce que le témoignage est en train de passer d'une génération à l'autre. Je crois qu'il faut tenter d'inventer de nouvelles formules. Je crois que tant qu'ils sont vivants, il faut tenter d'organiser des activités avec des anciens déportés qui ont vécu ces heures terribles et qui peuvent témoigner. Une nouvelle façon de témoigner. Quelques militants des étudiants juifs de France croient l'avoir trouvé à Toulon. Le préfet Marchiani a invité le maire Front National au mémorial de la déportation. Alors il proteste. Le dialogue entre le préfet et les étudiants juifs se heurtera au CRS. Protestation et boycott. À Toulon, les institutions juives ont refusé d'être présentes à la cérémonie officielle aux côtés des élus FN et du préfet. Une légère secousse sismique a été enregistrée dans le département de Haute-Savoie, d'intensité 3,2 sur l'échelle de Richter. Ce petit tremblement de terre n'a fait ni victime ni gros dégâts, quoique ce genre de faille soit spectaculaire. Il a surtout été ressenti dans la région d'Annecy. L'enquête se poursuit à pleine fougère après le meurtre d'une jeune Anglaise de 13 ans et demi dans une auberge de jeunesse. Ses camarades ont repris le chemin de l'Angleterre et pour la première fois, le responsable de l'auberge de jeunesse parle des circonstances de ce drame. Jérôme Laurent et Gabriel Camilla. Comment ne pas y penser? La disparition de la jeune Caroline Dickinson a touché tous les habitants du petit village de Pleine Fougère. Ce dimanche matin, à la messe, ils voulaient pour la plupart avoir une pensée pour elle et sa famille. Il faut prier. Il faut prier pour tous, hein, pour la famille surtout. Tout le monde se sent concerné, hein. Ça c'est normal. On va avoir une pensée pour la petite jeune fille, hein, parce que c'est bien triste. Hein. Moi je pense aux parents et c'est très très triste. Hier, en milieu d'après-midi, les camarades de Caroline Dickinson, une quarantaine de collégiens, ont pu quitter en bus l'auberge de jeunesse. Ils y ont été retenus pendant 3 jours pour les besoins de l'enquête. 3 jours extrêmement pénibles à vivre pour les adolescents comme pour le personnel de l'auberge. J'espère que pendant ces journées de drame, on a été à la hauteur vis-à-vis du groupe qui était là. Caroline Dickinson, 13 ans et demi, avait été retrouvée morte, violée et étouffée jeudi dernier. On ne sait pas si le juge, très discret dans cette affaire, possède un suspect. En tout cas, ce soir, l'enquête sur le terrain est terminée. Pleine Fougère va enfin recouvrer sa tranquillité. Dans l'Isère, les recherches se poursuivent. Secouristes, militaires, gendarmes ratissent méthodiquement le secteur du massif du Taillefer, où un petit garçon de 6 ans a disparu avant-hier soir. Didier Guyot et Philippe Fivet. Vous savez tous pourquoi vous êtes ici. On recherche un petit garçon depuis avant-hier soir de 6 ans, qui répond au prénom de Léo, qui mesure 1,30 m, qui est blond. Pour la deuxième journée consécutive, une centaine de gendarmes et de militaires épaulés par des hélicoptères ont quadrillé les alentours du lac Fourchu. C'est ici que vendredi soir, Léo, 6 ans et demi, a disparu. Il était venu camper avec son père et 3 amis de celui-ci. Mais il leur a fallu un moment d'inattention et Léo, qui se trouvait pourtant non loin de la tente, s'est volatilisé. Le ruisseau, moi je l'ai fait au fond, on l'a fait en hélico, on l'a fait... mais alors cette partie-là, c'est un endroit où il peut être. On est passé la Valette, mais on est revenu par là hier. Lac, trous d'eau et cascades où Léo est susceptible d'être tombé ont été fouillés et sondés par des plongeurs. Les barres rocheuses, situées non loin de là, sur lesquelles le petit garçon aurait pu également glisser, ont été passées au peigne fin. Tout a été ratissé en vain. La montagne, elle garde quand même ses secrets. Hein. Je crois qu'on a tous vu des choses qui sont aberrantes. Pour nous, nous ne perdons pas espoir. Cette nuit, on a eu de la chance. Il n'a pas fait très froid. Donc on conserve malgré tout un espoir. Mais c'est vrai que plus le temps passe, moins nous sommes sûrs de retrouver le garçon en intégrité physique. Cette nuit, des guides de haute montagne vont à nouveau patrouiller autour du lac à la recherche du moindre indice. Et demain, une nouvelle opération d'envergure aura lieu. Le jazz à Montreux, ou bien l'histoire d'un festival qui marche, 89 000 spectateurs en 16 jours pour y écouter aussi bien du bebop, du rap que du jazz. Louis Carzou et Jacques Grécor. Entre le Muesli et le festival de Montreux, il y a au moins un point commun, ce qui donne la sensation, c'est le mélange.
Car pendant 16 jours, chacun ici peut se croire tantôt à Los Angeles, tantôt à Dakar, en passant par la Nouvelle-Orléans et même pour certains par Atlanta. Et tout cela en se laissant simplement entraîner de tempos en solo. Bien sûr, cela n'a pas été sans faire hurler certains puristes du jazz, mais depuis 30 ans, le fondateur du festival, Claude Nobs, s'obstine à mêler clé de sol et clé des champs. On prend une montre suisse, elle peut être, c'est marqué Swiss Made, elle peut être en plastique, en bois, en chocolat, en or, et c'est toujours une montre suisse. Le festival de jazz, c'est toujours un festival de jazz, même s'il y a des courants et des musiques différentes. Let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good times roll. I said let the good times roll. Un choix qui réjouit le public comme les artistes. Ainsi, lorsque le chanteur de Simply Red délaisse ses boîtes à rythme pour un vrai big band, c'est une victoire sans fausse note pour la musique. Voilà, fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal des Jeux à Atlanta, puis la météo de Laurent Romeshko qui nous annonce un peu d'orage. Le dernier journal, ce sera Thierry Curté à 0h30 environ. Je vous retrouverai quant à moi bien sûr à 20h demain soir et je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.